L'Érythrée et l'Éthiopie annoncent la fin de leur conflit. C'était à l'issue d'un sommet historique qui a réuni les dirigeants des deux pays ce dimanche. Installation d'une nouvelle équipe dirigeante à l'hôpital général de Douala au Cameroun. C'était sous l'égide du ministre de la Santé publique camerounais. Puis, attentat perpétré dans le nord-ouest tunisien dimanche, bilan 6 membres des forces de l'ordre tués. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré ce dimanche le président érythréen Isaias Afwerki en Érythrée. Une rencontre historique qui a pour but de mettre un terme à des années d'hostilité entre les voisins de la Corne de l'Afrique. Voici le reportage. Rencontre historique entre les dirigeants érythréens et éthiopiens. L'échange entre les deux hommes s'est soldé par l'annonce d'une normalisation des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Les deux pays vont donc renouer leurs relations diplomatiques et ouvrir leurs frontières après plusieurs années d'hostilité. Cet accord survient après des semaines de rapprochement entre les deux pays. Le sommet de ce dimanche fait suite à l'annonce par Abiy Ahmed le mois dernier de la volonté de l'Éthiopie de céder à l'Érythrée un territoire frontalier disputé qu'elle occupe toujours, malgré un jugement d'une commission indépendante internationale soutenue par l'ONU datant de 2002. Le refus de l'Éthiopie continuait de bloquer les relations bilatérales, bien que les deux frères ennemis aient mis fin aux hostilités après une guerre qui les a opposés entre 1998 et 2000 et fait quelques 80 000 morts. Ancienne province éthiopienne sur la mer Rouge, l'Érythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir chassé les troupes éthiopiennes de son territoire en 1991 au terme de 3 décennies de guerre. La décision de Abiy Ahmed de tourner la page du conflit en respectant l'accord de paix d'Alger a été saluée par la communauté internationale. Au Mali, plus de 60 000 personnes ont assisté ce dimanche à Bamako au premier meeting de campagne du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier est candidat, rappelons-le, à l'élection présidentielle qui doit se tenir le 29 juillet prochain. On fait le point dans cet élément. À l'ouverture de sa campagne électorale à Bamako, le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé devant plus de 60 000 personnes venues assister à son premier meeting ce dimanche que le pouvoir n'est pas son souci. Ces propos du président Keïta, élu en 2013, ont été accueillis avec enthousiasme par ses partisans. Avec la fragilité du Mali, il n'y a aucune raison qu'on change. On ne doit pas changer de président, on doit continuer avec le président qui est en train de restructurer l'armée, qui est en train de faire les infrastructures, qui est en train de tout faire pour que le Mali ait sa dignité. Je crois que le peuple malien n'a pas regretté de l'avoir choisi en 2013, parce que n'eût été lui, aujourd'hui, le Mali ne sera pas ce qu'il est. On ne saura pas nous retrouver comme on l'a fait aujourd'hui. De son côté, l'ancien ministre Soumaïla Cissé, principal rival du président Ibrahim Boubacar Keïta, a tenu un meeting sur la place de l'indépendance de Bamako, au centre-ville, où étaient rassemblées des dizaines de milliers de personnes. Son entourage parle de 30 000 à 50 000 personnes mobilisées. Se présentent à cette présidentielle dont la campagne a été lancée samedi 24 candidats. La communauté internationale présente notamment avec la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA et la force française Barkhane en attend une relance de l'application de l'accord de paix signé en mai-juin 2015 qui accumule du retard dans un pays où les attaques djihadistes se sont multipliées ces derniers mois. Politique toujours, mais cette fois-ci en République démocratique du Congo, où les regroupements de la majorité et de l'opposition ont déposé ce dimanche les listes de leurs candidats respectifs aux élections provinciales. Celles-ci, faut-il le rappeler, se tiendront le 23 décembre prochain. Le point dans cet élément.
À quelques mois de la tenue des provinciales en RD Congo, les candidats en course pour les élections se sont officiellement fait connaître ce week-end. Les regroupements de la majorité et de l'opposition ont déposé les listes de leurs candidats respectifs aux élections provinciales prévues pour le 23 décembre prochain. À Kinshasa, les bureaux de la commission électorale ont fermé en début de soirée dimanche en raison de l'affluence au 14e et dernier jour de l'opération de dépôt des candidatures pour les provinciales. À Bukavu, dans le sud Kivu, aucun regroupement n'a déposé sa liste des candidats aux élections provinciales. Les délégués se sont contentés de prendre des jetons promettant de s'exécuter au plus tard mardi. À Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga, le chef local de la CENI a déclaré avoir accordé 48 heures supplémentaires aux retardataires à qui des jetons ont été remis pour qu'ils introduisent leur liste des candidats. Plusieurs listes ont déjà été déposées depuis l'ouverture des bureaux d'enregistrement le 25 juin. Même Senam Bandaka, dans l'Équateur au nord-est, à Kisangani, dans la province de Topo, et à Goma, dans le nord Kivu. Des délégués qui attendaient encore se sont vus remettre des jetons par des agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Toujours en RD Congo, le collectif des laïcs catholiques, organisateur de 3 marches anti-Kabila, a projeté ce samedi d'organiser 3 jours de grandes actions. Objectif, obtenir la démission du chef de l'État congolais. Les détails. Le comité laïque de coordination CLC accuse le président Joseph Kabila de vouloir briguer un 3e mandat malgré l'interdiction constitutionnelle qui lui est faite de ne pas se représenter après la fin de son mandat le 20 décembre 2016. L'heure est grave, la paix et la stabilité du pays ainsi que la sous-région étant menacée, le CLC lancera un appel à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation pour ses premières grandes actions qui se tiendront le 12, 13 et 14 août 2018. Le collectif a décrété le mois d'août mois d'action combiné de marches pacifiques, de sit-in, des villes mortes, des grèves générales et d'actions de désobéissance civile. L'objectif poursuivi est d'obtenir la démission du président Joseph Kabila et de son gouvernement, devenus de véritables obstacles à des élections crédibles, transparentes et apaisées en RDC, a jugé le collectif. La plateforme électorale des partis au gouvernement d'union nationale autour du président Kabila a indiqué à la presse que le nom de son candidat sera connu avant le 8 août, selon l'un de ses porte-paroles, le docteur Félix Kabange. Le 8 août est le dernier jour d'enregistrement des candidatures à la présidentielle du 23 décembre. Pour rappel, la répression des manifestations anti-Kabila à l'appel du collectif des catholiques fin 2017 et début 2018 a fait 15 morts dans le pays. Par ailleurs, la commission chargée d'organiser des élections et des responsables politiques ont décidé de mettre en place des facilités pour accélérer l'opération de dépôt des candidatures aux élections provinciales le 23 décembre. En Tunisie, 6 membres des forces de l'ordre ont été tués ce dimanche dans le nord-ouest du pays. C'était dans un attentat revendiqué par la branche Al-Qaïda au Maghreb, AQMI. La Tunisie a rendu hommage ce lundi aux 6 membres des forces de sécurité tués ce dimanche lors d'une attaque djihadiste. Cette attaque, la plus sanglante depuis la série d'attentats ayant frappé le pays entre 2015 et 2016, a été revendiquée par une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui affirme avoir réussi à saisir des armes. La cérémonie d'hommage a eu lieu sur une base de la Grande Nationale Alaouina, près de Tunis, en présence du ministre de l'Intérieur par intérim, Ghazi Djeribi, et du commandant général de la Garde nationale. Les 6 agents de la Garde nationale ont été tués et 3 autres blessés lorsque leurs voitures ont été attaquées ce dimanche matin avec un engin explosif artisanal près de la frontière avec l'Algérie, dans le secteur de Ain Sultan, dans la province de Djendouba. Selon le porte-parole de la Garde nationale, le colonel Oussemedine Djebabli, les 3 policiers blessés transférés à l'hôpital militaire de Tunis étaient dans un état stable ce lundi matin. Le ministre de l'Intérieur a pour sa part précisé que les opérations de recherche menées avec l'appui de l'armée se poursuivaient ce lundi, mais aucune arrestation n'a eu lieu. Cette attaque risque d'accentuer la crise politique profonde que traverse la Tunisie, où le Premier ministre Youssef Chaeb, qui a récemment limogé son ministre de l'Intérieur, fait face à une offensive venue de son propre camp.
Le ministre de la Santé publique du Cameroun a procédé ce samedi à l'installation du nouveau management de l'hôpital général de Douala. Les nouveaux membres de l'équipe ont été nommés par décret présidentiel le 2 juillet dernier. Le reportage est signé Narcissoum. Ambiance de fête avec Chang Youyou, mais aussi au moment de la solennité dans l'enceinte de l'hôpital général de Douala, à l'occasion de l'installation par le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, des nouveaux responsables de cette institution, nommés par décret du président de la République Paul Biya le 2 juillet dernier. Il s'agit du professeur Elvis Ngolengole, ancien ministre de la Forêt et de la Faune, nommé président du conseil d'administration de l'hôpital général de Douala. Henri Loumaname, directeur général, et Kalis Pendaïda, directeur général adjoint. Pour la circonstance, André Mama Fouda leur a déroulé sans fioriture les attentes de la hiérarchie. À cette nouvelle équipe, les recommandations se résument à faire à ce que l'hôpital général de Douala, qui est déjà la première référence dans cette ville et qui reçoit des patients dans la sous-région, puisse, avec la fin des travaux de réhabilitation et de relèvement du plateau technique, conserver sa place d'hôpital de référence leader. Des valeurs devant guider leurs actions dans tous les aspects de la gouvernance et de l'administration qui seront les principaux déterminants de leur réussite. Sans oublier la loyauté aux institutions républicaines, au conseil d'administration et à la tutelle. Ce renouvellement du top management dans les hôpitaux généraux de Douala et Yaoundé participe également de la volonté du président Paul Biya de donner un nouveau souffle et impulser des ajustements qui concourent à de meilleures performances. Restons au Cameroun. La maison de production audiovisuelle Cordia a présenté son tout premier court-métrage à l'Institut français de Douala. Il est intitulé Le Prince de Genève de Michel Kouaté. On reste avec Narcissoum pour le compte rendu. La maison de production audiovisuelle Cordia a fait exploser l'Institut français camerounais de Douala lors de la soirée de la présentation de son tout premier court-métrage. Cette magnifique soirée a été placée sous le signe de la relève, l'endurance et la persévérance dans un métier qui se meurt au Cameroun. Au menu, le dévoilement du projet du Congo Pipa Ouagadougou 2019, mais surtout la sortie officielle du court-métrage Le Prince de Genève du réalisateur Michel Kouaté. Les gens devraient faire quand même des efforts pour encourager ce métier. C'est l'occasion vraiment là de dire un gros merci à mon producteur, à ma productrice, qui a mis tous les moyens pour que ce film se fasse au budget d'un long métrage. La projection du film fut très émouvante sur les ovations du public venu nombreux. On voit un cinéma de qualité, comme on aurait aimé voir depuis plusieurs années au Cameroun. Insatisfait des acteurs. Je suis satisfait par rapport au film. On a fait un petit film qui a eu déjà dès la première diffusion, je pense que les choses ont été bien aménagées pour qu'on puisse avoir quelque chose d'intéressant, quoi. Après plus de 3 heures d'horloge, les organisateurs ont invité tous les acteurs et techniciens pour clôturer en beauté avec les photos de famille. À noter, la cérémonie d'ouverture organisée à l'IFC a réuni autour de Marie-Christine Wapsom de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le délégué régional du ministère des Arts et de la Culture et un des icônes du 7e art camerounais du Congo Pipa, le père de Munamoto. La promotrice a appelé de tous ses voeux la floraison et la rouverture des salles de cinéma dans les pays africains, notamment au Cameroun, afin que les réalisateurs et producteurs africains puissent montrer leurs films à leur public. Voilà, et c'est sur cette note du Cameroun que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.